Notre premier panel ce matin s'intitule « Rétrospective et perspective, les enjeux de la réforme sur l'assurance-emploi ». On a 3 conférenciers. Je vais vous présenter d'abord notre premier conférencier, le professeur Pierre Rissalis, qui est titulaire d'un doctorat en droit de la London School of Economics. Après avoir travaillé à la Commission de réforme du droit du Canada depuis 1978, il enseigne à la faculté de droit de l'Université Laval. Ses activités d'enseignement concernent le droit public, le droit administratif, le droit de la sécurité sociale, légistique, histoire du droit public. Et ses activités de recherche ont pour thème général les transformations de l'État, vous voyez pourquoi on l'a invité, et les formes juridiques de l'action publique. Outre l'ouvrage qu'on connaît tous et toutes, qui est rédigé avec Denis Lemieux, c'est-à-dire l'action gouvernementale, il fait aujourd'hui partie d'une équipe de recherche sur l'indépendance des décideurs administratifs. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur surtout les rétrospectives qui nous donnent des pistes d'avenir pour comprendre la réforme actuelle de la loi sur l'assurance-emploi. Alors, bienvenue, le professeur Pierre Rissalis. Merci, Mme Cox. Bonjour à toutes et à tous. Je prendrai quelques secondes des 23 précieuses minutes qui m'ont été accordées pour remercier, bien sûr, les organisateurs de cette journée de droit social et du travail de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à l'UQAM et rencontrer des chercheurs qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé, vu mon âge, de m'intéresser surtout au passé. C'est ce que je vais faire. Comme vous l'avez vu, le petit papier que je suis en train de préparer, dont je vous livre la substance ce matin, s'intitule « La justice administrative dans l'État-providence, le sens de l'histoire ». Le remplacement du conseiller arbitral et du juge-arbitre par le nouveau tribunal de la sécurité sociale est certainement un élément notable de la réforme de l'assurance-emploi qui a été votée en 2012. Cet événement marque la disparition d'institutions qui avaient subsisté sans beaucoup de changements depuis 1940. Pour comprendre la portée de ce changement, je pense qu'il faut le placer non seulement dans la perspective de l'assurance chômage, mais dans la perspective plus large de la justice administrative. Ce n'est pas d'ailleurs là faire un bond conceptuel très considérable, puisque assurance chômage et justice administrative sont 2 concepts, 2 notions, 2 institutions qui sont en quelque sorte des sous-produits de l'État-providence. L'État-providence a comporté depuis sa naissance, justement aux environs de 1940, un régime d'assurance chômage comme élément très important dans la structuration de l'État-providence au Canada. Et les préoccupations de justice administrative sont très largement nées avec l'État-providence et ont grandi avec lui. Le développement de l'intervention de l'État dans la vie sociale a suscité une demande d'équité dans le déroulement quotidien de l'action gouvernementale. Donc, il n'y a pas vraiment d'étonnement, je pense, à situer mes propos, faire graviter mes propos autour de la notion d'État-providence. Je me propose dans ces quelques minutes de viser 2 objectifs. Le premier est de vous rappeler certaines données historiques relatives au conseil arbitral et au juge-arbitre, rappeler leurs origines, l'apport novateur que ces institutions ont représenté dans le droit administratif britannique d'abord, canadien ensuite. J'évoquerai également l'évolution de ces institutions, leur influence sur le développement du droit administratif. Et finalement, je tenterai d'expliquer les raisons de leur longévité assez remarquable pendant 70 ans. Donc, dans un premier temps, je vais prononcer ce qu'on pourrait appeler une espèce d'éloge funèbre du conseil arbitral et du juge-arbitre. Dans un deuxième temps, j'essaierai de réfléchir à partir de cette histoire du conseil arbitral et du juge-arbitre sur le sens et le contenu de la notion de justice administrative, dans l'assurance chômage, bien sûr, mais aussi dans l'État-providence en général,
Donc, j'essaierai de faire cet exercice un petit peu de voltige que je baptiserai de bilan prospectif. Donc, je regarde à la fois le passé et l'avenir. C'est un peu fatigant comme posture, mais en même temps, je pense que c'est indispensable dans le moment que nous vivons en ce moment, où nous tournons une page et où nous commençons à en écrire une nouvelle dans des conditions, évidemment, qui n'apparaissent pas d'emblée extrêmement favorables. Donc, dans un premier temps, rappel historique, quelques retours sur les péripéties de la naissance de l'assurance chômage au Canada dans la période 1935-1940. En fait, je n'en dirai rien, je pense que vous les connaissez. Ces péripéties qu'on peut situer dans le contexte global du New Deal de l'Amérique du Nord dans ces années-là ont été rappelées encore récemment par la Cour suprême dans le renvoi de 2005 sur les prestations parentales. Donc, je pense que tout le monde les a bien fraîches à l'esprit. Ce que je voudrais plutôt faire en matière de rappel historique, c'est d'aller en amont de cette période et en m'inspirant notamment des travaux de Georges Campeau, bien connu, je pense, dans cet établissement, que je salue à distance. Donc, en m'inspirant notamment des travaux de Georges Campeau, j'aimerais rappeler les origines du processus décisionnel mis en place dans la loi canadienne de 1940 dans la loi britannique sur l'assurance chômage qui date de 1911, le National Insurance Act. Dans cette loi, on retrouve en effet le trinôme qu'on verra dans la loi canadienne de 1940, fonctionnaire de l'assurance, tribunal arbitral, arbitre, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. On retrouve ça tel quel dans la loi britannique de 1911 avec l'insurance officer, le court of referees et l'umpire, dernière instance. Je rappelle brièvement le contexte dans lequel cette loi de 1911 a été adoptée en Grande-Bretagne, un contexte de crise, crise internationale, crise constitutionnelle également, avec un affrontement entre le gouvernement et la Chambre des Lords, le problème irlandais qui atteignait sa phase d'exaspération complète, et l'imminence de la Première Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi contexte politique immédiat. Cette mesure, l'instauration de l'assurance chômage en Grande-Bretagne en 1911, se situe dans le cadre d'un programme de guerre à la pauvreté déclaré par le gouvernement libéral en 1909, une guerre à la pauvreté qui a précipité justement la crise constitutionnelle, l'affrontement avec la Chambre des Lords, précisément, puisque pour financer cette guerre à la pauvreté, on voulait introduire un peu plus d'équité dans le système fiscal, ce que les Lords n'appréciaient pas. Donc, structure décisionnelle à 3 paliers, mise en place en 1911, avec un insurance officer qui est placé par la loi dans la situation d'un décideur judiciaire, entre guillemets, indépendant, entre guillemets aussi, mais qui est effectivement placé un peu en marge de l'appareil administratif ministériel auquel il appartient. Il est inséré dans son propre réseau hiérarchique et surtout, il a ses pouvoirs propres. Les pouvoirs de décision lui sont attribués directement à lui par la loi et non pas à un ministre, comme c'est le cas habituellement, ministre qui ensuite délègue les pouvoirs décisionnels que la loi lui a conférés à des fonctionnaires qui sont sous son autorité. Ce n'est pas le cas. Ce insurance officer a des pouvoirs qui lui sont attribués directement par la loi. Et il est placé dans l'appareil administratif, comme je le disais, un petit peu en marge. Il travaille au sein d'un bureau local qu'on appelle un Labour Exchange, une bourse du travail, qui s'occupe principalement donc de placement des travailleurs, mais qui offre également le service d'assurance chômage. Et c'est là que se trouve ce fonctionnaire qui, lui, s'occupe de rendre les décisions sur le droit des travailleurs, les prestations en vertu de ce régime d'assurance. Deuxième niveau, on trouve le Court of Referees, un truc qui ressemble tout à fait au conseil arbitral que nous avons connu au Canada, avec cependant quelques particularités. Dans la loi de 1911, ce Court of Referees, et j'attire l'attention quand même sur l'emploi du mot « court », c'est quand même pas tous les jours qu'on baptise un tribunal administratif du nom de « court »,
alors même que ce tribunal administratif est composé de non-juristes. Il y a les deux des trois membres ne sont pas des juristes, et pourtant on appelle cet organe une court, ce qui est quand même intéressant comme choix terminologique. Donc ce Court of Referees, il statue en deuxième instance, en général, mais il a également des compétences de décision en première instance sur les cas les plus difficiles. Les cas d'inconduite, par exemple, sont soumis en première instance à ce Court of Referees. Ce n'est pas l'insurance officer qui va statuer lui-même. Il doit soumettre le cas au Court of Referees qui lui fait une recommandation. Ce Court of Referees n'a pas, a priori, de pouvoir décisionnel, il ne fait qu'une recommandation. C'est l'insurance officer qui est le décideur, comme je le disais tout à l'heure, judiciaire, indépendant, qui a la maîtrise du dossier et de la décision. Ces Court of Referees sont une innovation dans le contexte de l'époque, mais quand même pas tout à fait une première, puisque déjà en 1909, le législateur britannique avait institué des organes tout à fait semblables, avec représentation paritaire des employeurs et des travailleurs, pour la fixation du salaire minimum. Le salaire minimum dans les différents métiers était fixé par des trade boards qui avaient une composition tout à fait semblable au Court of Referees. Et bon, là aussi, le législateur britannique, même dans cette loi-là, n'était pas tout à fait innovateur, puisqu'il s'inspirait d'un précédent australien de 1896. En Australie, on avait déjà une législation sociale très avancée à ce moment-là, et on avait donc à cette époque institué aussi, pour la fixation du salaire minimum, des instances de type paritaire, avec un président qui était souvent un juriste nommé par le gouvernement. Donc une composition tout à fait semblable à celle des Court of Referees. Et enfin, au troisième niveau, on trouvait l'umpire, donc lui, un juriste professionnel. Au début, ce n'était pas nécessairement des juges, mais après quelque temps, on s'est mis à nommer à cette fonction un juge, donc qui, indépendamment de sa fonction comme juge, de son appartenance à un tribunal judiciaire, agissait comme tribunal administratif de dernier ressort. Ce système britannique à trois niveaux a connu une évolution assez rapide dans les années 1920, jusqu'au milieu des années 1930. Cette évolution s'est caractérisée par une extension graduelle de la compétence de l'insurance officer, qui a de plus en plus été habilité à statuer lui-même sur différentes questions, y compris des questions plus sensibles. Et d'autre part aussi, évolution marquée par l'accession du Court of Referees à un véritable pouvoir décisionnel. Il ne se contentait plus de faire des recommandations, il statuait vraiment comme une instance d'appel en deuxième ressort, mais rendait des décisions qui étaient par elles-mêmes effectives. Ces institutions, elles étaient tout à fait novatrices dans le contexte de l'époque en Grande-Bretagne, et bien sûr, elles le seront aussi lorsqu'elles seront transposées au Canada en 1940. Elles représentaient autant de petites fissures dans la paroi apparemment bien solide des principes constitutionnels les mieux établis. L'existence d'un insurance officer au sein de la hiérarchie ministérielle avec ses pouvoirs propres, distincts de ceux du ministre, représentait donc un petit pas de côté par rapport à la structure habituelle de l'administration, dominée par la responsabilité ministérielle, qui repose bien sûr sur l'organisation hiérarchique des ministères. Deuxième petite fissure aussi, cette fois par rapport au principe de suprématie du Parlement, le fait que les pouvoirs du Court of Referees et sa légitimité lui sont attribués en raison de sa composition paritaire révèle que le Parlement ne se considère plus comme le seul détenteur de la légitimité des institutions. Il reconnaît que dans ce domaine-là, entre autres, il est important qu'une institution trouve une légitimité dans son rapport direct avec des acteurs sociaux, par la représentation de ces acteurs sociaux au sein d'une instance décisionnelle. Et enfin, petite fissure aussi dans le bloc représenté par le pouvoir judiciaire et son indépendance traditionnelle, puisque, je viens de le dire, certains juges
vont acquérir en quelque sorte une double personnalité. Ils vont devenir ce que nous appelons en jargon juridique des personae designatae, c'est-à-dire qu'ils vont occuper une fonction parce qu'ils sont juges, mais une fonction qui n'est pas celle d'un juge, qui est celle d'un décideur administratif. Donc, ils ont une double appartenance au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire. Donc, cette structure à 3 niveaux va être importée au Canada dans la loi de 1940 et elle va connaître par la suite une évolution assez semblable à celle qu'elle aura connue en Grande-Bretagne, en partie avant, en partie après cette date. Notamment, on va assister à une extension rapide des compétences du fonctionnaire de l'assurance, le décideur de premier niveau, notamment en matière d'exclusion, ce qu'on va appeler plus tard des exclusions dans la loi, donc des décisions qui ont un caractère de sanction à l'égard du travailleur. Assez rapidement, le fonctionnaire de l'assurance va recevoir une compétence décisionnelle relativement à ces sanctions. Le fonctionnaire de l'assurance va rester jusqu'en 1971 le titulaire de ses pouvoirs propres, distincts de ceux du ministre, mais à partir de ceux de la commission, pardon, mais à partir de 1971, c'est la commission qui va devenir titulaire des pouvoirs décisionnels en vertu de la loi, à charge bien sûr pour elle de déléguer ensuite ce pouvoir à des fonctionnaires et bien sûr à ces fonctionnaires de l'assurance. Donc, on va assister à un phénomène de normalisation du rôle du fonctionnaire d'assurance, phénomène qui aura des conséquences sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Le conseil arbitral, qui s'est appelé d'abord tribunal arbitral, est devenu très rapidement aussi strictement une instance d'appel. Comme c'était le cas en Grande-Bretagne, il a perdu les pouvoirs de décision de première instance qu'il avait au départ. Il a connu, bien sûr, nous le savons très bien, des problèmes d'indépendance, des problèmes de compétences techniques au fil de son existence, mais malgré tout, il a conservé une certaine crédibilité en raison de son caractère représentatif des partenaires économiques, employeurs et travailleurs, et en raison de son ancrage local, de sa bonne connaissance des réalités du milieu local, notamment du marché du travail local. Quant au juge-arbitre, qui a été au Canada dès le départ un juge, donc détaché de sa fonction judiciaire pour exercer une fonction exécutive, dans le cadre du pouvoir exécutif, le juge-arbitre, il a été un petit peu handicapé tout au long de son existence par son caractère non spécialisé. Justement, il restait un juge principalement occupé par ses fonctions judiciaires. Et à la longue, évidemment, elle a été confrontée à une insuffisance de son effectif pour répondre à un afflux croissant de recours. Et un trait particulier de l'évolution qu'on a pu observer au Canada, qui ne s'est pas observé au même degré en Grande-Bretagne, c'est qu'à partir de 1975 environ, un quatrième acteur est entré en scène, un dernier palier, c'est venu se superposer aux 3 paliers prévus initialement, en la personne de la Cour d'appel fédérale, qui, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle judiciaire sur les décisions du juge-arbitre, est devenue de fait l'instance de dernier recours apte à formuler de manière disons concluante des solutions de droit sur les problèmes les plus importants concernant la mise en œuvre du régime. À travers cette évolution, le système décisionnel mis en place dans l'assurance chômage au Canada a exercé une certaine influence. Le législateur fédéral s'en est inspiré lorsqu'il a voulu mettre en place d'autres systèmes décisionnels dans d'autres lois fédérales de sécurité sociale. Par exemple, le régime de pension du Canada en 1965 et la loi sur la sécurité de la vieillesse en 1966 ont adopté une structure décisionnelle un peu semblable à celle qu'on connaissait déjà en matière d'assurance chômage. Donc, tel que nous l'avons connu jusqu'à récemment, telles que nous les avons connues jusqu'à récemment, ces institutions ont montré une longévité tout à fait remarquable dans le droit administratif canadien. Longévité qui s'explique, je pense, par 3 facteurs, notamment. Par le fait que, en définitive, l'existence de ces institutions n'a pas remis véritablement en cause les principes constitutionnels. On s'est quand même
assez rapidement réintroduit dans l'orthodoxie des principes. Donc, ces institutions n'ont pas trop dérangé. Merci. Merci bien. J'en tiens compte. N'ont pas trop dérangé et elles ont donc pu subsister sans changement. Autre explication de cette longévité, l'attachement qu'on éprouvait à l'endroit du paritarisme et de l'enracinement local du conseil arbitral. Ça a été certainement l'un des facteurs qui ont expliqué le maintien de ces institutions pendant plusieurs décennies. Et enfin, le dernier facteur explicatif, celui-là est un peu moins réjouissant, c'est probablement un certain désintérêt de la part du législateur et des gouvernements successifs au niveau fédéral pour la justice administrative en matière sociale. On ne s'est pas beaucoup préoccupé de la qualité de la justice administrative, de l'appareil décisionnel dans les domaines, dans les matières sociales, alors qu'on a au contraire beaucoup plus discuté de la qualité de la justice administrative en matière économique, par exemple, en ce qui concerne les organismes de régulation. Donc, il me reste un peu moins de 5 minutes pour faire ce petit bilan prospectif, donc cet exercice qui consiste à regarder à la fois le passé et l'avenir. Je le consacrerai à essayer de vous convaincre de cette idée essentielle, à mon avis, que les préoccupations de justice administrative, qui ont traditionnellement été beaucoup orientées vers la question des recours, doivent prendre en compte de manière beaucoup plus large, à mon avis, l'ensemble du processus décisionnel. Alors c'est tout à fait important de se préoccuper de l'accessibilité des recours, de leur rapidité, de la compétence technique des décideurs qui sont appelés à entendre les recours, de leur indépendance. Toutes ces choses sont très importantes, mais il convient, dans le contexte de l'État-providence et dans le contexte de l'État post-providentiel dans lequel nous entrons à notre corps défendant, il importe de se préoccuper des rapports fréquents et souvent durables qu'entretiennent les citoyens et les appareils publics, non pas seulement à l'occasion des recours, mais dès le départ, dès l'origine des processus décisionnels auxquels les citoyens sont appelés à participer. C'est dans cette visée plus large de la justice administrative, qui est celle qu'on comprend et qu'on discerne très bien, par exemple, dans la loi québécoise qui porte ce nom, la loi sur la justice administrative. Donc c'est dans cette visée plus large de la justice administrative que je pense qu'il faut se préoccuper de maintenir, dès le premier niveau décisionnel, les deux versants de cette notion de justice administrative, c'est-à-dire à la fois le souci d'une application correcte du droit, et aussi le souci de répondre à un besoin d'équité manifesté par le citoyen. Pour y parvenir, il faut bien sûr s'appuyer sur des contrôles internes et externes de la qualité du processus décisionnel, à la fois sur, par exemple, des mécanismes de réception des plaintes, sur le mécanisme du type ombudsman, protecteur du citoyen. Bien sûr aussi, il faut s'appuyer sur les recours, mais il faut également, et de manière, à mon avis, tout à fait déterminante et prioritaire, s'intéresser à la décision initiale. Il faut peut-être remettre le projecteur sur le fonctionnaire de l'assurance, l'insurance officer, pour rappeler son origine britannique. Et il faut peut-être d'abord se préoccuper de lui fournir des ressources suffisantes pour qu'il exerce son rôle de décideur de premier niveau. Il faut certainement se soucier de la qualité intrinsèque des décisions qu'il rend, de leur qualité juridique, mais également de leur qualité communicationnelle. Il faut valoriser le rôle de ce décideur initial dans l'appareil administratif. Et en ce sens, il y a peut-être lieu de tirer des enseignements utiles, encore une fois, de l'aménagement du pouvoir décisionnel de première instance en Grande-Bretagne, dans le domaine social. On a procédé à certaines époques en Grande-Bretagne à des expériences tout à fait intéressantes de structuration d'un réseau hiérarchique propre des décideurs de premier niveau,
en matière sociale, et je pense qu'il y aurait des idées tout à fait intéressantes à prendre en considération dans ce sens au Canada. Donc je conclus, sous les injonctions de la présidence, pour vous dire que, mais sans rancune, que dans ce contexte de l'État-providence, la justice administrative me semble exiger une adaptation du processus décisionnel en entier, pas seulement au niveau des recours, à cette double visée d'application correcte du droit et de réponse à l'exigence d'équité formulée par le citoyen. Car il s'agit bien, c'est peut-être là-dessus qu'il faut conclure, en réalité, sur ce rappel, il s'agit bien d'un citoyen et non pas d'un client. Le rapport administratif avec l'État-providence renvoie explicitement, me semble-t-il, à l'idéal d'une administration démocratique qui met en présence justement des citoyens et des administrateurs publics mandatés par les citoyens. Merci.